Le PDG milliardaire fixa avec incrédulité la petite silhouette assise dans la salle d'attente, serrant un cahier usé et annonçant qu'elle avait la solution à la défaillance catastrophique du logiciel de son entreprise. Lila Dubois, 8 ans, avait contourné la sécurité, infiltré son agenda et s'apprêtait à changer sa vie pour toujours. Mais personne n'aurait pu imaginer qui allait se passer ensuite. Jean Perrin abattit son poing sur la table de conférence élégante, faisant sursauter les cadres supérieurs qui l'entouraient. À 34 ans, il était le plus jeune PDG d'une entreprise du CAC 40. Et en ce moment même, cette entreprise perdait de l'argent à chaque minute. 500 millions d'euros, répéta-t-il, la voix dangereusement calme. C'est CE que cette faille de sécurité va nous coûter si nous ne la corrigeons pas d'ici une semaine. Que quelqu'un m'explique comment notre plateforme soi-disant inviolable est devenue du jour au lendemain une responsabilité. La salle resta silencieuse. Le système de paiement révolutionnaire de Perrin Technologies, celui qui gérait près de la moitié des transactions du commerce en ligne en France, s'était mystérieusement mis à rejeter des paiements valides tout en approuvant de frauduleux. L'action s'effondrait à la Bourse de Paris. Marc Giraud, son directeur des opérations et vieil ami, s'éclaircit la gorge. « Jean, nous avons mobilisé tous nos ingénieurs jour et nuit. Le problème, c'est que la vulnérabilité semble s'adapter dès que nous essayons de la corriger. C'est comme rien de CE que nous avons vu auparavant. » Jean passa une main dans SES Cheveux Noirs. Un geste hérité de SES, année de codeur, avant qu'il ne devienne le visage de l'innovation technologique française. Le conseil d'administration doutait déjà qu'un PDG de 34 On soit capable de gérer une crise de cette ampleur. 5 ans passés à bâtir cette entreprise à partir de rien pouvaient disparaître à cause d'une faille qu'ils n'avaient pas anticipée. L'interphone bourdonna. « Monsieur Perrin, il y a une petite fille à l'accueil qui insiste sur le fait qu'elle a rendez-vous. » Jean fronça les sourcils. « Nancy, je n'ai pas le temps pour... »« Monsieur, dit-elle qu'elle est venue au sujet de la faille d'authentification de votre système de paiement. Elle a mentionné une boucle récursive qui correspond à CE, que notre équipe de sécurité vient tout juste d'identifier dans son rapport préliminaire. » Les dirigeants échangèrent des regards inquiets. Jean sentit son estomac se nouer. Leur évaluation interne de sécurité n'était pas publique. « Dites à la sécurité de l'escorter immédiatement, » ordonna-t-il, « et découvrez comment elle a eu accès à CES Informations. » La porte s'ouvrit quelques instants plus tard, et John pensa d'abord qu'il y avait eu une erreur. Elle ne pouvait pas avoir plus de 8 ans. Petite même pour son âge, avec des cheveux bruns bouclés attachés en queue de cheval pratique. Elle portait un jean, des baskets usées et un t-shirt délavé, avec un robot de dessin animé. Sous son bras, un cahier spiralé abîmé, couvert d'autocollants. « Bonjour, » dit-elle d'une voix étonnamment assurée. « Je m'appelle Lila Dubois. Je suis ici au sujet de votre vulnérabilité d'authentification récursive. » Les cadres la fixèrent, médusés. « Comment savez-vous cela sur notre système ?» demanda finalement Jean, la tension évidente dans sa voix. Lila serra son cahier plus fort. « L'hôpital Necker-Enfants Malades utilise Perrin Pay pour son système de facturation. J'y vais souvent. Le mois dernier, ils ont eu un incident de sécurité lorsque le système se bloquait pendant le traitement des transactions. J'ai remarqué le schéma. Cela n'explique pas comment vous auriez pu avoir une vision de notre code, » intervint le directeur de la sécurité. « Je n'avais pas besoin de voir votre code, » expliqua Lila. « L'erreur produit des symptômes spécifiques quand elle échoue. Mon père était spécialiste en cybersécurité avant sa mort. Il m'a appris à reconnaître les comportements récurrents dans les systèmes. » Elle fit une pause. « Quand j'ai vu les informations parlant des échecs de transactions de Perrin Technologies, j'ai reconnu les mêmes symptômes. J'en étudia l'enfant avec scepticisme. Jeune fille, CE sont des systèmes d'entreprise complexes.
Vous ne pouvez pas les diagnostiquer depuis un terminal d'hôpital. Les grands yeux bruns de Lila ne s'hilèrent pas. Quand les protocoles d'authentification comportent des erreurs logiques récursives, ils créent des modèles d'échecs spécifiques. Votre documentation publique d'API montre suffisamment de votre flux de vérification pour que je puisse identifier où se situe la faille. Le directeur technique s'étrangla avec son café. John se leva lentement, scrutant l'enfant. « Tout le monde dehors », ordonna-t-il. « Sauf toi », dit-il en désignant Marc. Quand la salle fut vide, Jean montra une chaise. « Assieds-toi et explique-moi exactement qui tu es et ce que tu sais. » Lila grimpa sur la chaise. Elle s'est espiée pendant au-dessus du sol. « Je vous l'ai déjà dit. Je m'appelle Lila Dubois. J'ai 8 ans et je sais comment réparer votre système. » « C'est ridicule, » marmonna Jean, faisant les 100 pas devant les fenêtres qui donnaient sur le centre de Paris et la Défense au loin. « Marc, appelle la sécurité. » Votre protocole d'authentification a une faille logique dans sa séquence de vérification. L'interrompit Lila en ouvrant son cahier. Quand les montants des transactions contiennent des schémas spécifiques qui déclenchent votre algorithme de détection de fraude, cela crée une boucle de vérification infinie qui surcharge votre allocation mémoire. Marc se pencha en avant. « Jean, c'est exactement CE que notre équipe observe. » Elle a pu entendre cela n'importe où, rétorqua Jean, bien qu'un doute lui serre la poitrine. Votre documentation publique pour les développeurs montre votre flux d'authentification, poursuivit Lila sans se laisser démonter. Mais elle ne montre pas que vous utilisez une vérification imbriquée sans condition de sortie appropriée. C'est là que réside la faille. Jean se figea. Elle décrivait exactement CE que leur équipe interne venait d'identifier. « Comment as-tu appris des systèmes comme celui-ci » demanda Marc, tandis que Jean digérait SCS Parole. « Mon père m'a appris la programmation quand j'avais 4 ans, » répondit Lila, une ombre traversant son visage. Il était spécialisé dans la recherche de failles de sécurité dans les systèmes financiers avant l'accident d'avion. Jean leva brusquement les yeux, les mots de l'enfant frappant quelque chose de profond en lui. La perte. Il la reconnut immédiatement, dans ses yeux. Elle a raison au sujet de la boucle récursive, admit-il à contre-cœur à Marc, mais cela n'explique pas comment elle l'a diagnostiqué avec une telle précision. Laila sortit une tablette de son sac à dos. « J'ai construit une simulation à partir de votre documentation publique d'API. Regardez. » Elle ouvrit un programme montrant une version simplifiée de leur flux de transactions. Quand j'entre CS modèle de transaction, cela crée ces mêmes signatures d'échecs que celles rapportées dans les journaux. Jean et Marc échangèrent un regard incrédule tandis qu'elle faisait la démonstration de sa simulation. « Attends, » dit Jean en levant la main. « Reprenons depuis le début. Tu es en train de dire que tu as découvert ça depuis un ordinateur d'hôpital. Pourquoi étais-tu là-bas? » Une lueur de vulnérabilité traversa le visage de Lila avant qu'elle ne redresse ses frêles épaules. « J'y vis, la plupart du temps. Foyer d'accueil quand je ne reçois pas de traitement. » Quelque chose dans son ton neutre fit se serrer la poitrine de Jean. Il pensa à l'hôpital Necker Enfants Malades, à SCS Fresques Colorées, qui tentait de masquer la réalité de vie d'enfants luttant contre le temps. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda-t-il, puis grimaça de sa brusquerie. « Malformation cardiaque ?»« Complexe, » répondit-elle, montrant une cicatrice à peine visible dépassant de son col. « 3e opération la semaine prochaine. » Mark lança à Jean le même regard qu'il lui avait donné aux funérailles de Rebecca 5 ans plus tôt, quand Jean s'était enfermé dans le travail en bâtissant Perrin Technologies pour éviter d'affronter son deuil. « Montre-moi ta solution, » dit Jean, fuyant l'émotion pour retrouver le terrain familier du code. Lila ouvrit son cahier, révélant des pages de notes méticuleuses, écrites d'une écriture enfantine appliquée, des diagrammes, des schémas de flux
et des arbres de décision logique. Jean se pencha, les yeux écarquillés. C'est en fait une approche viable, admit-il en parcourant sa proposition. Tu as créé un point de contrôle de vérification qui empêcherait la boucle récursive tout en maintenant l'intégrité de la sécurité. J'appelle ça un filet de sécurité, dit Lila, une pointe de fierté dans la voix. Papa disait toujours qu'un bon code a besoin de filets de sécurité. En examinant sa solution, des souvenirs affluèrent à Jean. Son enfance passée à coder tard dans la nuit, lampe de poche sous les couvertures, apprenant seul sur un vieil ordinateur portable d'occasion. C'est un refuge familier de la logique et de la résolution de problèmes quand le monde réel devenait trop douloureux. Si nous mettons en œuvre cette approche, dit Marc en étudiant le diagramme, nous pourrions remettre le système en ligne en quelques heures au lieu de plusieurs jours. Jean acquiesça lentement, réalisant que cet enfant avait peut-être identifié une solution que toute son équipe de sécurité avait manqué. Lila, si cela fonctionne, tu viens de nous sauver d'une perte catastrophique. Il la fixa, la curiosité prenant le dessus sur la méfiance. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu veux? Elle soutint son regard sans vaciller. Je veux que vous soyez mon papa pour une journée. Le silence dans la pièce fut absolu. Jean fixa la petite fille, certain d'avoir mal entendu. Tu veux quoi? Réussit-il finalement à dire. Être votre fille pour une journée, répondit Lila, la voix toujours factuelle, mais 16 doigts triturant le bord de son cahier. Avant mon opération la semaine prochaine. Marc émit un bruit étranglé à côté de lui. Jean lui lança un regard d'avertissement avant de se tourner de nouveau vers Lila. « Pourquoi moi? » demanda-t-il prudemment. « Tu ne me connais même pas? » Lila inclina la tête. « Je connais Perrin Technologies. J'ai lu sur vous. Vous avez construit quelque chose d'incroyable après la mort de votre femme. Vous êtes intelligent. Vous n'abandonnez pas. » Elle fit une pause. « Et vous n'avez pas d'enfant. » La franchise de son évaluation eut l'effet d'un coup porté en plein cœur. Comment cet enfant pouvait-elle le percer à jour si facilement? « Écoute, » dit Jean, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Si ta solution fonctionne, nous pourrons certainement prévoir une récompense. Un fonds de bourse universitaire peut-être. » « Je n'ai pas besoin d'argent, » l'interrompit Lila. L'assistante sociale dit que mes chances d'adoption diminuent de 20% à chaque opération. Statistiquement, j'ai déjà peu de chance. Sa voix ne tremblait pas, mais SCS Jointure blanchissait en serrant son cahier. Je veux juste savoir ce que ça fait avant mon opération. Un jour. Marc s'avança. Jean, puis-je te parler en privé? Dans un coin du bureau, il baissa la voix. C'est insensé. Tu ne peux pas simplement emprunter un enfant pour une journée. Je le sais, siffla John. Mais si sa solution fonctionne, alors récompense-la de manière appropriée. Un don à l'hôpital, une visite spéciale de l'entreprise, peu importe. Mais c'est un fantasme de père-fille, tu ne peux pas l'encourager. Jean jeta un coup d'œil à Lila. Assise patiemment, les jambes se balançant sous la chaise. L'espace d'un instant, il se revit à son âge, après que son propre père eût abandonné la famille, avant que sa mère ne commence à enchaîner les doubles services quand la solitude était devenue sa compagne constante. Testons d'abord son approche, décida John. Si ça marche, nous trouverons quelque chose d'approprié. Ils revinrent vers Lila, qui leva les yeux avec espoir. Nous allons essayer ta solution, lui dit Jean. Si elle aide, nous discuterons de ta demande. Un léger sourire effleura les lèvres de Lila. Ça marchera. 4 heures plus tard, après que Jean eut personnellement supervisé la mise en œuvre de la solution de Lila par son équipe de sécurité, les écrans de surveillance de crise commencèrent à virer au vert. Les échecs de transaction tombèrent à zéro. Les processus d'authentification se stabilisèrent. « Ça marche », souffla l'ingénieur en chef.
Le point de contrôle d'authentification intercepte la récursion avant qu'elle ne commence. Jean fixa les écrans, puis la petite silhouette assise non loin, balançant SES jambes et dessinant des robots dans son cahier. Elle n'avait pas proposé une réécriture complète de leur code, simplement un point de contrôle élégant qui empêchait l'exploitation de la faille. « Appelez Thomas Renaud de l'aide sociale à l'enfance », ordonna Jean à son assistante. « Dites-lui que j'ai besoin de discuter immédiatement du casse de Lila Dubois. » Plus tard dans l'après-midi, dans une salle de réunion désormais vidée de SS cadres et occupée à la place par un travailleur social soupçonneux, Jean se retrouva en train d'accepter l'arrangement le plus étrange de sa vie. « Laissez-moi comprendre, » dit Thomas Renaud en ajustant SS lunettes. « Vous voulez une tutelle temporaire de Lila pour une période de 24 heures. Sous quelle forme exactement? Une sortie pédagogique. Plutôt une expérience d'observation éducative. » Improvisa Jean, mal à l'aise sous le regard scrutateur du travailleur social. Lila a montré une aptitude exceptionnelle pour la pensée systémique. Parent Technologies aimerait encourager CE Talent par une journée de mentorat en immersion. L'expression de Renaud resta sceptique. Et cela n'a rien à voir avec la panne mystérieuse dont votre entreprise s'est miraculeusement remise aujourd'hui? Jean sentit le regard de Lila posé sur lui. « C'est une affaire confidentielle de l'entreprise », répondit-il prudemment. Renaud se tourna vers Lila. « Est-ce bien CE que tu veux, passer une journée avec M. Perrin? » Lila hocha la tête avec gravité. « Oui, énormément. » Après que Renaud eut rempli la documentation officielle de tutelle temporaire avec des conditions strictes et l'assurance de revenir le lendemain après-midi, Jean se retrouva seul avec Lila dans son bureau, se demandant à quoi il venait exactement de consentir. « Alors, dit-il maladroitement, une journée à partir de demain. » Lila acquiesça, une lueur d'espoir prudent dans les yeux. « J'ai fait une liste de choses, père-fille. » Elle déchira soigneusement une page de son cahier et la lui tendit. D'une écriture enfantine soignée se dessinait une liste qui serra le cœur de Jean. Prendre le petit déjeuner ensemble, aller au parc, m'apprendre quelque chose de nouveau, regarder un film avec du popcorn, me border le soir. Rien de compliqué, ajouta-t-elle rapidement, interprétant mal son silence. J'ai recherché CE que font normalement les pères. Jean fixa la liste. Puis cet enfant extraordinaire qui avait aidé à sauver son entreprise et avait d'une certaine manière réussi à s'introduire dans sa vie pour une journée. « Lila, » dit-il doucement, « pourquoi est-ce si important pour toi? » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Quand on est souvent malade, les gens ne voient que ça. Je veux juste être la fille de quelqu'un une fois, même si c'est pour de faux. » Jean dormit à peine cette nuit-là. Son penthouse parisien, habituellement un sanctuaire de design minimaliste et de solitude paisible, lui parut étrangement vide tandis qu'il arpentait le salon, la liste de Lila en main. Que savait-il d'être père? Le sien était parti quand il avait 10 ans, ne laissant que des souvenirs amers et une vie entière de blessures d'abandon. Son mariage avec Rebecca avait été interrompu trop tôt, avant qu'il puisse fonder la famille qu'elle désirait. Après sa mort, il s'était jeté corps et âme dans Parent Technologies, laissant SES Relations personnelles se dissoudre. Et maintenant, une enfant atteinte d'une grave malformation cardiaque et dotée d'un don extraordinaire pour la logique l'avait poussé vers un rôle qu'il avait toujours évité. À 7 heures du matin, son chauffeur amena Lila de l'hôpital Necker jusqu'au penthouse. Elle arriva avec un petit sac à dos, vêtue d'une robe bleue et d'un gilet qui semblait neuf. « Madame Wilson m'a aidé à le choisir », expliqua-t-elle en remarquant son regard. « C'est l'infirmière-chef. Elle a dit que je devais bien m'habiller. »« C'est très joli », dit Jean maladroitement en l'invitant à entrer. « Tu as faim? J'ai pensé qu'on pourrait commencer par la première chose sur ta liste, le petit déjeuner. » Lila hocha la tête,
les yeux écarquillés devant les baies vitrées donnant sur tout Paris. On dirait que ta maison est dans le ciel. Jean avait demandé à son chef personnel de préparer le petit déjeuner. Peut-être un peu excessif, mais il voulait l'impressionner. Ils s'assirent à sa table à manger rarement utilisé, tandis que le chef servait des gaufres belges avec des fraises fraîches. « C'est ceux que tu manges tous les jours ?» demanda Lila, découpant soigneusement sa gaufre en carrés réguliers. « En fait, je me contente généralement d'un café en allant au bureau, » admit Jean. Lila réfléchit un instant. Ce n'est pas très sain. Les corps en croissance ont besoin de protéines et de glucides complexes pour un fonctionnement cérébral optimal. Elle avait l'air de citer un manuel médical. Jean ne put s'empêcher de sourire. « Tous les enfants de 8 ans sont-ils aussi brillants que toi? »« Non, » répondit-elle sans hésitation. « J'ai un niveau universitaire en mathématiques et en logique. Le psychologue de l'hôpital dit que je suis exceptionnellement doué. » Elle marqua une pause. « Mais je ne suis pas très bonne en sport. »« Moi non plus, » avoua Jane. « J'étais toujours le dernier choisi dans les équipes. »« Vraiment? » Lila parut sincèrement surprise. « Mais tu es tellement réussi. » Jean haussa les épaules. « Être bon en sport et réussir dans la vie, n'est pas la même chose. » Mon prof d'histoire géo dit que le sport forge le caractère, insista Lila. « Ah, peut-être. Mais découvrir qui tu es vraiment et dans quoi tu es doué, ça le forge aussi, » répondit Jean, ressentant le besoin de la rassurer. « Ton talent avec les ordinateurs, c'est spécial, Laila. Vraiment spécial. » Elle baissa la tête, mais il aperçut son sourire satisfait. Pour la première fois, Jean sentit un véritable lien naître avec cette enfant étrange et brillante. Après le petit déjeuner, ils passèrent au deuxième point de sa liste, le parc. Jean ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait mis les pieds dans un parc. Son équipe de sécurité n'était pas ravie de l'exposition publique, mais il passa outre. Au jardin du Luxembourg, Lila s'approcha prudemment de l'aire de jeu. « Je n'ai pas souvent l'occasion de faire ça, » expliqua-t-elle. « Restriction d'exercice. »« Qu'est-ce que tu as le droit de faire ?» demanda Jean, soudain inquiet pour sa santé. « Marcher. C'est permis. La balançoire aussi. Si je ne vais pas trop... Elle regarda avec envie les enfants qui couraient et grimpaient partout. Pas de course. Jean ressentit une vague inattendue de protectivité. « Tu veux essayer la balançoire ?» À l'aube du toboggan, il la poussa doucement, observant son visage s'illuminer d'une joie simple. John se surprit à se détendre. Le visage de Lila s'était transformé par une joie simple, son sérieux habituel laissant place à un ravissement d'enfant. « Mon papa m'emmenait dans un parc comme celui-ci, » dit-elle en se balançant. « Avant que lui et maman meurent, il m'appelait son petit débogueur de système et disait que j'aiderais les gens un jour. » « Il avait raison, » répondit Jean doucement. « Tu l'as déjà fait. » Au fil de la matinée, Jean fut étonné de constater qu'il appréciait réellement sa compagnie. Les observations de Lila étaient perspicaces, S&S questions réfléchies. Elle ne réclamait pas sans cesse de distraction comme il l'avait imaginé chez les enfants. Elle semblait simplement contente d'être avec lui. Pour le troisième point de sa liste, « Apprends-moi quelque chose de nouveau. » Jean l'amena dans son bureau et lui montra un projet sur lequel il travaillait, un système avancé de vérification des transactions. « C'est à la pointe, » expliqua-t-il en lui montrant les organigrammes. Personne en dehors de l'entreprise ne l'a encore vu. Leila étudia l'écran attentivement. « C'est magnifique, » dit-elle enfin. « L'architecture est tellement élégante. » Jean cligna des yeux, surpris par son jugement. C'était exactement ce qu'il ressentait, sans jamais l'avoir exprimé ainsi. « C'est vrai, tu as raison. C'est beau. Est-ce que c'est que tu aimes le plus? Créer des systèmes? » La question le prit de court. Depuis combien de temps personne ne lui avait demandé qu'il aimait vraiment? « Je suppose que oui, » admit-il.
Construire quelque chose à partir de rien, résoudre des problèmes. Lila hocha la tête avec sérieux. Moi aussi. À la mi-journée, Jean était stupéfait de réaliser qu'il passait un moment agréable. Ils passèrent au 4e point de la liste de Lila. Regarder un film avec du popcorn. Ils s'installèrent dans la salle de projection privée, rarement utilisée. « Quel genre de film tu aimes ?» demanda-t-il en parcourant les options de streaming. Leila réfléchit longuement. « J'aime les documentaires sur l'espace et les films d'animation avec des robots. » Jean trouva un long métrage célèbre sur un petit robot en quête de son créateur. Pendant la projection, il se surprit à observer Lila plus que l'écran. Son absorption totale dans l'histoire, sa façon de se pencher inconsciemment dans les moments tendus, sa petite main plongeant de temps à autre dans le bol de popcorn qu'il partageait. Il se rendit compte que c'était la première fois qu'il regardait un film avec quelqu'un dans cette pièce. Rebecca n'avait jamais vu C.E. Penthouse, qu'il avait acheté après sa mort pour effacer les souvenirs de leur appartement commun. « Le robot me fait penser à toi », dit soudain Lila, les yeux toujours fixés à l'écran. « À moi? Pourquoi? » Il est très intelligent, mais seul, et il cherche une connexion sans savoir comment la demander. Jean sentit une étrange contraction dans sa poitrine. Comment cet enfant pouvait-elle le percer à jour si facilement? « C'est une observation fine », réussit-il à répondre. Lila haussa les épaules. « J'observe beaucoup les gens à l'hôpital. On apprend des choses. » Après le film, ils commandèrent une pizza. Lila avoua qu'elle n'en avait jamais fait livrer chez elle, qu'elle n'en avait mangé qu'à la cafétéria de l'hôpital. Assise au comptoir de la cuisine, elle le regardait avec curiosité. « Puis-je te demander quelque chose ?» OSA John, sa curiosité l'emportant enfin sur sa prudence. « Hier, tu aurais pu demander de l'argent en récompense. Régler tes factures d'hôpital, c'est eux que tu voulais. Pourquoi avoir demandé ça à la place? » Lila mâcha lentement avant de répondre. « L'argent ne répare pas les choses pas importantes. » Elle baissa les yeux vers son assiette. « J'ai eu 3 familles d'accueil. Elles étaient assez gentilles, mais elles me regardaient toujours comme si j'étais déjà parti. Comme si elles attendaient. »« Attendaient quoi? » demanda Jean, bien qu'il craignît de connaître la réponse. « Que je meure, » dit-elle simplement. « Les chirurgies cardiaques ont des statistiques. Les miennes ne sont pas très bonnes. » Jean eut l'impression de recevoir un coup de poing. La façon détachée dont elle évoquait sa propre mortalité le bouleversait plus que des larmes n'auraient pu le faire. « Mais tu n'as pas peur, » observa-t-il, tentant de garder une voix stable. « J'ai un peu peur, » admit-elle. « Mais surtout, je voulais juste une journée normale pour savoir que ça aurait été s'il n'était pas monté dans cet avion. Si j'avais eu une vraie famille. » Jean pensa à sa propre vie, au succès, à la richesse, aux accomplissements, et à quel point son appartement lui paraissait vide chaque soir. Comme SES Trophée semblait insignifiant comparé à CE que demandait cet enfant. « Tu sais, dit-il prudemment, quand ma femme est morte, je pensais que la douleur me tuerait. Je ne pouvais pas la supporter, alors j'ai cessé de ressentir quoi que ce soit. Je me suis réfugié dans le travail. Ça semblait plus sûr. » Les yeux de Lila se firent graves. « Et ça a marché? » »« Non, » admit Jean. « Ça m'a juste rendu solitaire au lieu de triste. »« Être seul, ça fait mal aussi, » dit-elle avec la sagesse de quelqu'un qui savait de quoi elle parlait. John hocha la tête. « Oui, ça fait mal. » À mesure que la soirée avançait, Lila commença à fatiguer, son énergie déclinant visiblement. John se souvint de CE qu'elle avait dit sur sa maladie cardiaque et sentit une pointe d'inquiétude. « On devrait peut-être rentrer à l'hôpital, » proposa-t-il. Mais Lila secoua fermement la tête. « Pas encore. Il reste la dernière chose. » Elle pointa sa liste. « Que tu me bordes le soir. »
Jean avait préparé la chambre d'Amy, étrangement nerveux à l'idée de savoir si elle lui plairait. Il avait demandé à son assistante d'acheter une parure de lit pour enfants. La couette à thème spatial et les autocollants fluorescents en forme d'étoile semblaient convenir à Lila. « C'est la plus belle chambre où j'ai jamais dormi », déclara-t-elle en examinant le plafond étoilé. En se changeant dans la salle de bain attenante, Jean se surprit à se demander « C'est eux que faisaient les pères normaux à l'heure du coucher. Lire une histoire, vérifier sous le lit qu'il n'y a pas de monstre. » Lila réapparut, vêtue d'un simple pyjama bleu, serrant contre elle un livre usé. « Tu me liras une histoire ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas grave si tu ne veux pas. » Jean prit le livre, une collection de récits sur de grands scientifiques et inventeurs, avec plaisir. Tandis qu'il lisait les découvertes de Marie Curie, les paupières de Lila s'alourdissaient. À la 3e page, elle luttait déjà pour rester éveillée. « Il est temps de dormir », dit-il doucement en refermant le livre. « Merci pour aujourd'hui », murmura-t-elle, les yeux à demi clos. C'était exactement comme je l'avais imaginé. Jean hésita, puis borda soigneusement les couvertures autour de son petit corps fragile. « Bonne nuit, Lila. »« Bonne nuit, papa », souffla-t-elle, le mot flottant encore dans l'obscurité alors qu'elle s'endormait. Jean resta dans l'embrasure de la porte, une étrange douleur dans la poitrine, observant la respiration régulière de l'enfant. Pour la première fois depuis 5 ans, il sentit une brèche s'ouvrir dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. À l'aube, après un sommeil agité, Jean se réveilla l'esprit envahi par des pensées sur Lila et son opération imminente. Sur sa tablette, il se plongea dans des recherches sur les malformations cardiaques congénitales et blêmit en lisant la complexité de son cas ainsi que les risques énormes de l'intervention. Quand Lila sortit de sa chambre, vêtue de SS habits de la veille et pliant soigneusement son lit, Jean fut frappé par l'ordre et la discipline d'une enfant habituée aux institutions. « Bonjour », dit-il en essayant d'être enjoué. « Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête et s'approcha du comptoir où il avait disposé plusieurs céréales. Les étoiles étaient jolies. J'en ai compté 97 avant de m'endormir. Pendant le petit déjeuner, Jean se sentit réticent à admettre que leur temps touchait à sa fin. Thomas Renaud devait arriver à midi pour ramener Lila à l'hôpital. « Qu'aimerais-tu faire de nos dernières heures ?» demanda-t-il. Lila baissa les yeux vers son bol, remuant distraitement SCS céréales. « On pourrait juste rester ici. J'aime bien cet endroit. »« Bien sûr, » répondit Jean, surpris par sa demande. « Pour une raison particulière? »« Ça ressemble à une maison, » dit-elle simplement. « Une vraie. » Ces mots frappèrent Jean avec une force inattendue. Son penthouse luxueux n'avait jamais été un foyer, seulement un lieu pour dormir entre 2 journées de travail. Il l'avait volontairement gardé impersonnel, minimaliste, semblable à une suite d'hôtels haut de gamme. Et pourtant, cet enfant trouvait du réconfort dans sa froide perfection. Ils passèrent la matinée dans un silence complice. Lila lui montra quelques-unes. De SS conception, des schémas complexes que bien peu d'adultes auraient pu concevoir. Jean, lui, partagea des souvenirs de SS début de codeur, son premier programme écrit à 12 ans. SS études menées grâce à une bourse. Tes parents devaient s'être fiers, observa Lila. Jean secoua la tête. Mon père était déjà parti. Quant à ma mère, elle ne comprenait pas vraiment ce que je faisais. Il fit une pause. Mais tes parents, eux, t'avaient comprise. Lila hocha la tête. Papa disait que j'avais un cerveau spécial. Maman disait que j'avais un cœur spécial. Son expression s'assombrit. Finalement, elle avait raison pour mon cœur. Mais pas comme elle le pensait. Jean ressentit une profonde injustice face au destin de cette enfant brillante. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, son téléphone sonna. C'était Marc, avec des nouvelles de l'entreprise.
Le système est stable depuis 24 heures, rapporta-t-il. Le conseil est euphorique. L'action remonte. Jean, la solution de cette petite nous a fait économiser des centaines de millions. Je sais, répondit Jean calmement, observant Lila dessiner à la table à manger. Et pour la gamine, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle retourne à l'hôpital cet après-midi. Chirurgie la semaine prochaine. Il y eut un silence. Et c'est tout? Tu vas simplement la renvoyer? Jean se crispa. Que suis-je censé faire d'autre, Marc? J'ai rempli sa demande. Une journée, pas plus. Non, hein? La voix de Marc se fit prudente. C'est juste que tu sembles différent depuis hier. Je vais bien, insista Jean, même si la tension dans sa poitrine racontait le contraire. À midi, Thomas Renaud arriva, dossier en main. Layla rangea tranquillement. Cesse quelques affaires, tandis que Jean signait les documents nécessaires mettant fin à sa tutelle temporaire. « Elle s'en est bien sortie ?» demanda Renaud, le scrutant avec méfiance. « Elle a été parfaite, » répondit Jean avec sincérité. « Extraordinaire même. » Renaud hocha la tête, sans surprise. Lila est spéciale, un esprit brillant, un cœur immense. Métaphoriquement parlant, dommage pour sa situation médicale. Il baissa la voix. L'opération de la semaine prochaine est très risquée. 3e tentative pour corriger une malformation complexe. Jean sentit sa bouche s'assécher. Quelles sont SS chances? Renaud hésita. La Drutchen les estime à 60-40. Pas catastrophique, mais inquiétant. L'évaluation désinvolte des probabilités de survie d'un enfant fit chavirer l'estomac de Jean. Quand Lila reparut avec son sac, son visage affichait une neutralité étudiée, celui d'un enfant habitué aux transitions et aux adieux. « Merci pour tout, Monsieur Perrin », dit-elle d'une voix formelle, lui tendant sa petite main. Jean s'agenouilla pour être à sa hauteur et planta ses yeux dans les siens. « Merci à toi, Lila, d'avoir aidé mon entreprise et de m'avoir aidé, moi. » Il peina à exprimer ce qu'elle avait réellement apporté. « En étant ta fille pour une journée, » souffla-t-elle. « Eh oui, » réussit-il, la gorge serrée. « Exactement ça. » Elle acquiesça gravement. « Je n'oublierai pas. » Alors que Renaud l'emmenait vers l'ascenseur, Lila se retourna une dernière fois et leva la main pour un petit signe. Les portes se refermèrent et elle disparut. Jean resta immobile dans le silence soudain de son appartement, qui paraissait désormais insupportablement vide. Il marcha jusqu'à la chambre où Lila avait dormi, observa le lit parfaitement fait, les étoiles fluorescentes au plafond et un long cheveu brun solitaire sur l'oreiller. Son téléphone vibra avec des messages de son bureau, des réunions, des décisions, la machine infernale de Perrin Technologies réclamant son attention. Pour la première fois depuis 5 ans, Jeanne se découvrit totalement désintéressé par son travail. Au lieu de répondre aux appels et aux messages de Perrin Technologies, il prit sa tablette et commença à rechercher des chirurgiens cardiaques pédiatriques. Si les chances de Lila n'étaient que de 60-40, peut-être pouvait-il améliorer CES probabilités. L'entreprise avait des ressources, des connexions. Il devait bien y avoir quelque chose à faire. Le soir venu, Jean avait identifié les 3 meilleurs spécialistes du pays. Il était au téléphone avec son assistante pour organiser leur venue à Paris lorsqu'un appel du concierge le fit sursauter. « Monsieur Perrin, la docteure Sarah Chen de l'hôpital Necker demande à vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Le cœur de Jeanne se serra. « Faites-la monter tout de suite. » La docteure Chen, femme posée d'une 40aine d'années encore vêtue de sa blouse sous son manteau, entra dans le penthouse avec une expression grave. « Monsieur Perrin, pardonnez-moi de venir sans prévenir, mais je devais vous parler directement au sujet de Lila Dubois. »« Il est arrivé quelque chose ?» demanda Jean, la peur lui nouant la poitrine.
Son état s'est déstabilisé. Nous avançons son opération à demain matin. Chen le scruta attentivement. Elle vous réclame. J'y vais tout de suite, dit John, déjà prêt à saisir son manteau. Le visage de la médecin s'adoucit légèrement. J'espérais que vous diriez cela. Pour l'instant, elle est stable. Mais SS constantes sont préoccupantes. L'équipe la prépare pour demain. Pendant le trajet vers l'hôpital Necker, l'esprit de Jean tourbillonnait. Ce qui avait commencé comme une rencontre professionnelle improbable était devenu terriblement personnel en seulement 36 heures. Cette enfant brillante et vulnérable avait fissuré les murs qu'il avait si patiemment construits autour de lui. L'aile de cardiologie pédiatrique était décorée de couleurs vives qui ne parvenaient pas à masquer sa réalité. La docteure Chen le conduisit jusqu'à une chambre où Lila reposait, reliée à des moniteurs, son petit corps presque perdu dans les draps blancs. « Lila, » dit doucement Chen, « ton visiteur est là. » Les yeux de Lila papillonnèrent, puis elle sourit, en voyant John, un sourire qui serra le cœur de l'homme. « Tu es venu, » murmura-t-elle. « Bien sûr, » répondit Jean en s'approchant, bouleversé par sa fragilité. Chen sortit, les laissant seuls. Jean s'assit près du lit. « Je ne pensais pas te revoir. » avoua Lila d'une voix faible. Jean déglutit difficilement. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton opération était si risquée? » Elle détourna le regard. « Tout le monde devient bizarre en le sachant, me traite autrement. Je voulais juste une journée normale. » Le bip régulier des machines résonnait tandis que Jean luttait contre des émotions enfouies depuis la mort de Rebecca. Chagrin, peur et la terrible vulnérabilité d'aimer quelqu'un qu'on risque de perdre. « Tu as peur ?» demanda-t-il doucement. Lila hocha la tête, une larme roulant sur sa joue. « Je ne veux pas mourir. » L'honnêteté brute brisa quelque chose en lui. Il lui prit la main. « Écoute-moi. Tu ne vas pas mourir. J'ai fait venir d'autres spécialistes pour ton KS. Tu n'as pas besoin de faire ça, protesta-t-elle faiblement. Si, je dois. Même lui fut surpris par la certitude de sa voix. Lila, tu as sauvé mon entreprise. Laisse-moi t'aider à mon tour. Elle plongea dans ses yeux. Est-ce la seule raison? Jean sentit SS Défense s'effondrer. Non, ce n'est pas la seule. Avant qu'il ne puisse dire davantage, une infirmière entra pour vérifier les constantes de l'enfant. Jean sortit dans le couloir, déjà en train de coordonner les spécialistes par téléphone. À minuit, il avait réussi à convaincre le meilleur chirurgien cardiaque pédiatrique du pays d'étudier son dossier avant l'opération. Quand il revint, Lila dormait. Jean s'installa dans le fauteuil, écoutant le souffle fragile et le bip rassurant des moniteurs. À l'aube, Thomas Renaud le trouva toujours là, veillant. « Monsieur Perrin, je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit-il. Jean leva les yeux, sa décision prise. « Je veux demander la tutelle temporaire de Lila Dubois pendant sa convalescence. » Les sourcils de Renaud se haussèrent. « C'est inattendu. Il y a des procédures, des évaluations. » « Je comprends. Je respecterai tout, mais je veux commencer tout de suite. » Renaud le scruta longuement. « Ce n'est pas une acquisition, monsieur Perrin. C'est une enfant avec de lourds besoins médicaux. »« J'en suis conscient, » dit Jean fermement. « Dites-moi simplement quoi faire. » Alors que Renaud détaillait les premières étapes, la docteure Chen revint accompagnée du spécialiste qui l'avait fait venir. « Monsieur Perrin, » dit-elle, « le docteur Winter a étudié le cas de Lila. Nous sommes prêts à discuter de la procédure. » Dans la salle de conférence, Winter exposa les difficultés spécifiques de l'opération et proposa une modification de la technique chirurgicale. « En résumé, » demanda enfin Jean. Winters échangea un regard avec Chen. « Je dirais 70% de chance de réussite. » « Mieux que 60-40, » ajouta Chen. « Nettement mieux, » approuva John. « Faites-le, quoi qu'il en coûte. » Alors qu'il se préparait à partir,
Chen posa une main sur son bras. « Monsieur Renaud m'a parlé de votre souhait de tutelle. Puis-je vous demander pourquoi? » Jean regarda par la fenêtre en direction de la chambre de Lila. « Parce qu'elle mérite quelqu'un qui la voit autrement qu'une statistique médicale. Et moi? » Il hésita. « J'ai besoin de me souvenir de ces « eux » qui comptent au-delà des rapports trimestriels. » Chen esquissa un sourire discret. « Vous ne la connaissez que depuis 2 jours. Mais parfois, 2 jours suffisent à changer entièrement une perspective. » La salle d'attente chirurgicale était un purgatoire de fauteuils inconfortables et de café réchauffé. Jean marchait nerveusement, jetant un œil à sa montre toutes les minutes. Lila était au bloc depuis 4 heures déjà. Marc arriva avec du café frais et une mine inquiète. « Des nouvelles? »« Aucune, » répondit Jean en secouant la tête. Ils restèrent silencieux jusqu'à ce que Marc reprenne. « Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Ils veulent parler des récents événements. »« Dis-leur que je suis indisponible, » rétorqua Jean sèchement. « Ils s'inquiètent pour ton jugement, » dit Marc. « D'abord la faille de sécurité, et maintenant cette implication personnelle avec une enfant. » Jean sentit la colère monter. Cet enfant a identifié une vulnérabilité que toute notre équipe de sécurité a manqué. Je le sais, mais il se demande si tu réfléchis encore clairement. Après une hésitation de Marc, Jean acheva d'une voix glaciale. Après Rebecca. Il s'interrompit. « Dis-leur que ma vie personnelle ne les regarde pas. » Marc soupira. « Ça les regarde. Quand tu demandes soudain la tutelle d'une enfant gravement malade que tu as rencontrée il y a 2 jours. »« Comment il... » commença Jean, puis comprit. « Renaud, le conseil craint des responsabilités juridiques, une distraction pour la direction de l'entreprise. »« Assez, » coupa Jean. « Dis-leur que s'ils veulent parler de mon avenir à la tête de l'entreprise, ils attendront qu'une petite fille ne soit plus en train de se battre pour sa vie. » À peine Marc avait-il quitté la pièce que la docteure Chen apparut, encore en tenue chirurgicale. Jean se leva aussitôt. « Elle est stable, » dit Chen. « L'approche du docteur Winters a fonctionné. La réparation est bonne. » Un soulagement submergea John. « Alors elle va s'en sortir? » Les 48 prochaines heures seront critiques, mais oui, son pronostic s'est nettement amélioré. Chen l'observa attentivement. « Monsieur Perrin, à propos de votre demande de tutelle, je la poursuis toujours, » affirma-t-il fermement. « Alors vous devez savoir une chose. Les besoins médicaux de Lila sont considérables. L'assurance de SS Parents a couvert les premières interventions, mais depuis, elle dépend de l'aide publique. Son suivi au long cours. L'argent n'est pas un problème, » l'interrompit John. Chen hocha la tête. « Je m'en doutais. Mais sa prise en charge ne se limite pas au financier. C'est émotionnel, physique. Ce sont les fièvres nocturnes, les traitements à horaires fixes, les régimes alimentaires stricts. C'est un engagement. » Jean soutint son regard. « Je comprends. En êtes-vous sûr? » dit-elle doucement. « Il y a 2 jours, vous ignoriez jusqu'à son existence. » Avant qu'il ne réponde, des alarmes retentirent dans la salle de réveil. Le visage de Chen changea instantanément. « Attendez ici, » ordonna-t-elle en courant vers le bruit. Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Jean. Quand enfin elle revint, son expression était grave. Il y a eu une complication, une hémorragie post-opératoire. Le docteur Winter s'en occupe. Jean sentit son monde se réduire à un seul point. « Que puis-je faire? »« Rien, sinon attendre, » dit-elle doucement, « et espérer. » Les heures s'écoulèrent dans un brouillard d'angoisse. Les préoccupations d'entreprise s'étaient évanouies, remplacées par une vérité limpide. Rien n'avait plus d'importance que la survie de Lila. Finalement, Winters sortit, l'épuisement marqué sur son visage. Nous avons contrôlé le saignement. Elle est de nouveau stable. Les 12 prochaines heures sont cruciales, mais je crois que le pire est derrière nous. Merci,
dit John, la voix éraillée. Puis-je la voir? Brièvement. Elle est en réanimation. Dans l'unité de soins intensifs, Jean eut du mal à reconnaître Lila sous les tubes et les bandages. Sa peau paraissait translucide. Sa poitrine se soulevait avec régularité grâce au respirateur. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée », chuchota-t-il en lui caressant la main. « Continue de te battre, Lila. Je ne vais nulle part. » À l'aube, John s'assoupit dans le fauteuil près de son lit. Il se réveilla sous le toucher léger de Chen, dont les yeux reflétaient une prudente espérance. Ses constantes s'améliorent. Elle se bat. Jean hocha la tête, incapable de parler. « Vous devriez vous reposer », suggéra-t-elle. « Un vrai lit, un vrai repas. Nous vous appellerons au moindre changement. » Jean secoua la tête. « Je reste. » Chen l'observa longuement. « Vous savez, en 15 ans de cardiologie pédiatrique, j'ai vu toutes sortes de parents. Ceux qui fuient quand ça devient difficile. Ceux qui s'effondrent sous la pression. » Elle marqua une pause. « Je commence à penser que Lila a très bien choisi. »« Elle ne m'a pas choisi, » rectifia John. « Elle a choisi une illusion, un père de substitution pour un jour. »« Peut-être, » admit Chen. « Ou peut-être a-t-elle vu en vous quelque chose que vous aviez oublié. » Au 3e jour après l'opération, Lila respirait seule, sa récupération dépassant les attentes. Jean avait à peine quitté l'hôpital, travaillant à distance depuis sa chambre, dormant dans le fauteuil près de son lit. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux correctement, ses premiers mots furent « Tu es encore là. »« Je t'avais dit que je ne partirais pas, » répondit Jean en s'approchant. Un léger sourire éclaira son visage. « Je pensais que tu avais des choses importantes de PDG à faire. »« Rien n'est plus important que ça, » dit-il doucement en prenant sa main. « Comment tu te sens? » « Comme si un éléphant m'avait marché sur la poitrine, » souffla-t-elle. Jean rit doucement. « Le docteur Winters dit que c'est normal, et il dit aussi que la réparation est excellente. » Les yeux de Lila s'écarquillèrent. « Le docteur Winters de la Mayo Clinic, tu le connais? » « Tous ceux qui ont ma maladie connaissent le docteur Winter, » répondit-elle en le regardant avec une compréhension soudaine. « Tu l'as fait venir pour moi. » Avant que Jean ne réponde, Thomas Renaud apparut sur le pas de la porte, partagé entre son professionnalisme et le soulagement sincère de voir Lila éveillée. « Eh bien, regardez qui est de retour, » dit-il en s'avançant. « Tu nous as fait une belle frayeur, jeune demoiselle. » Lila esquissa un faible sourire. « Désolé. » Renaud se tourna vers Jean. « Monsieur Perrin, puis-je vous parler dehors? » Dans le couloir, son ton redevint formel. « J'ai entamé le dossier préliminaire pour votre demande de tutelle temporaire, mais il y a des inquiétudes. »« Lesquelles? » demanda Jean sèchement. « Votre emploi du temps, votre absence d'expérience avec des enfants, votre manque de réseau de soutien pour une enfant avec de tels besoins médicaux. De plus, il existe des familles d'accueil spécialement formées pour les enfants atteints de pathologies cardiaques. »« Des familles qui ont refusé Lila plusieurs fois, » répliqua Jean, « parce que son KAS est trop complexe. » Renaud soupira. « Monsieur Perrin, le système n'est pas parfait, mais il existe pour protéger les enfants. Nous ne pouvons pas accélérer votre demande simplement parce que vous êtes riche et soudain intéressé. Je comprends le processus et je le respecte, » répondit Jean, « mais je veux être clair. Je suis engagé, même si cela implique de changer fondamentalement ma vie, mon travail, mes priorités. » Jean répondit sans hésiter. « Oui. » Renaud l'observa longuement. « Je crois que tu es sincère aujourd'hui. La question est, le seras-tu encore dans un mois, quand la réalité s'imposera? Alors il faudra me laisser le prouver, » répliqua Jean d'un ton égal. De retour dans la chambre de Lila, il la trouva somnolente.
Il s'installa dans son fauteuil, ouvrit son ordinateur portable pour examiner les rapports de l'entreprise. Parent Technologies se stabilisait après la crise, mais son absence se faisait sentir. Le conseil d'administration devenait de plus en plus nerveux. Tandis qu'il travaillait, Lila remua. « Tu as des ennuis ?» demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. Jean leva les yeux, surpris. « Pourquoi dis-tu ça? Tu sembles inquiet. Tu travailles tout le temps, mais tu restes quand même ici. » Et ses yeux, encore fatigués par les médicaments, n'en demeuraient pas moins perçants. « C'est à cause de moi ?» Jean referma son ordinateur. « Lila, tu te souviens quand tu m'as demandé d'être ton papa pour une journée? » Elle hocha la tête. « Et si, commença-t-il prudemment, et si c'était plus qu'une journée? Et si je demandais à être ton tuteur, au moins pendant ta convalescence? » Les yeux de Lila s'écarquillèrent. « Tu veux dire rester avec toi pour de vrai? »« Pour de vrai, » confirma Jean. « Si c'est ce que tu veux. Mais pourquoi? » Sa voix était presque un souffle. « Tu n'es pas obligé. Je t'ai déjà aidé avec ton système. » Jean s'assit doucement au bord du lit. « Ce n'est pas une question de système, Lila. C'est une question de toi. Et peut-être un peu de moi aussi. Tu serais coincé avec une enfant au cœur malade, » prévint-elle. « Ce serait un privilège d'avoir une fille avec l'esprit le plus brillant et le cœur le plus courageux que j'ai jamais connu. » Les yeux de Lila se remplirent de larmes. « Mais tu es Jean Perrin. Tu diriges une énorme entreprise. Tu es important. »« Toi aussi, » répondit-il simplement. « Plus importante que n'importe quelle entreprise. » Avant qu'elle ne réponde, la docteure Chen entra pour sa tournée du soir. En voyant l'état émotionnel de Lila, elle interrogea John du regard. « Nous parlions d'une grande décision, » expliqua-t-il. Chen vérifia les constantes de Lila. « Tes chiffres sont bons. Sur une échelle de 1 à 10, la douleur? »« 4, » répondit Lila. « Mieux qu'hier. »« Excellent, » nota Chen. Puis elle s'assit de l'autre côté du lit. « Tu sais, Lila, j'ai compris que M. Perrin avait discuté de tutelle avec M. Renaud. » Lila acquiesça, lançant un regard incertain à Jean. « Comme ton médecin, je dois m'assurer que tu comprends c'est eux que cela signifie et que tu as ton mot à dire. »« Je comprends, » dit Lila à voix basse. Chen sourit. « Je crois que oui. Tu es remarquablement lucide. Alors, qu'en penses-tu? » Laila baissa les yeux vers SS Main, puis regarda Jean, puis Chen. « Je crois... J'ai peur d'y croire. Au KS ou CE ne serait pas vrai. » L'honnêteté de sa réponse serra le cœur de John. Chen hocha la tête. « C'est très compréhensible. C'est un grand changement à envisager. »« Mais je sais une chose, » ajouta Lila d'une voix plus ferme. « Je veux une vraie maison. Je veux... » Elle regarda John. « Je veux qu'il soit mon tuteur, pas juste pour faire semblant. » 6 semaines après l'opération, Laila fut autorisée à quitter l'hôpital. La tutelle temporaire avait été approuvée, avec une surveillance stricte et des visites régulières des services sociaux. Jean avait transformé la chambre d'amis en véritable chambre d'enfant. Étagère garnie de livres, un bureau avec un ordinateur et la parure de lit à thème spatial qu'elle avait adoré. « Bienvenue chez toi », dit-il en la poussant dans son fauteuil roulant jusqu'au penthouse. « Maison temporaire, du moins jusqu'à ton rétablissement complet. » Laila fixa la chambre, émerveillée. « Tu as fait tout ça pour moi? » « Bien sûr. » Jean l'aida à s'installer dans le lit, arrangeant des coussins pour soutenir sa poitrine encore fragile. Chen avait dit « Il faut du repos, mais tu pourras commencer des activités légères dès demain. » Le visage de Lila s'illumina. « Je peux utiliser l'ordinateur? »« Oui, » rit John, « mais seulement 1 heure à la fois. Ordre du médecin. » À mesure que Lila récupérait, Jean réorganisa sa vie autour de SES Besoins. Il travailla de chez lui 3 jours par semaine, fixa SS Réunion,
en fonction de SS rendez-vous médicaux, et apprit à cuisiner des repas simples conformes à son régime alimentaire. La tutelle fit l'objet de contrôles réguliers, non sans difficulté. Enquête sociale, vérification d'antécédents, entretien avec des assistants sociaux qui doutaient de sa capacité. Monsieur Perrin, dit une évaluatrice particulièrement sévère, vos ressources financières sont certes suffisantes, mais je crains que votre manque d'expérience et de réseau de soutien ne pose de problème. Élever un enfant, surtout avec les besoins de Lila, n'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer à vos assistants. J'en suis conscient, répondit Jan. C'est pourquoi j'ai réduit mon temps de travail, rejoint un groupe de parents d'enfants cardiaques et recruté une infirmière pédiatrique à temps partiel. L'évaluatrice sembla surprise. C'est très complet. Pendant ces temps, le conseil de Parent Technology devenait de plus en plus impatient face à son travail à distance et à SS horaires réduits. Marc le prévint, plusieurs administrateurs évoquaient des doutes sur sa direction. « Il respecte le SCE que tu as construit », expliqua-t-il lors d'un déjeuner privé. « Mais ils craignent que tu n'aies eu une sorte de défaillance. D'abord la mort de Rebecca, maintenant cette situation familiale soudaine. Ce n'est pas une situation. Coupa Jean avec force. C'est une enfant à laquelle je tiens. » Marc soupira. « Jean, je suis de ton côté. Mais il faut leur donner quelque chose, un plan. Une garantie que Parent Technology reste une priorité. » Jean resta silencieux un long moment. « Et si ce n'était plus ma seule priorité, alors tu dois leur dire clairement. » Cette conversation pesait encore sur lui lorsqu'il rentra et trouva Lila absorbée par un projet informatique. Elle avait fait des progrès remarquables dans sa convalescence, son esprit brillant en quête constante de défis. « J'ai fait quelque chose », annonça-t-elle fièrement en tournant l'écran vers lui. « C'est un programme qui me rappelle de prendre mes médicaments et qui suit mes constantes depuis ma montre. » Jean examina l'application, toujours impressionné par SCS Capacité. « C'est un excellent travail », dit Jean en examinant le programme. La docteure Chen affirma. « Si tout va bien au contrôle de demain, tu pourras commencer l'école en ligne la semaine prochaine, comme nous en avions parlé. » Jean acquiesça, s'assit près d'elle. « Laila, il y a quelque chose dont je dois te parler. » Son visage devint immédiatement grave. « C'est une mauvaise nouvelle pour la tutelle. »« Non, rien de tel, » la rassura-t-il. « C'est à propos de mon entreprise. Le conseil n'est pas content du temps que je passe loin du travail. » Les épaules de Lila s'affaissèrent. « À cause de moi. À cause des choix que je fais, » corrigea Jean fermement. « Des choix que je ne regrette pas. Mais ton entreprise est importante. C'est toi qui l'as bâtie. »« Oui, » admit-il en prenant une profonde inspiration. « C'est pourquoi j'envisage de me retirer de mon rôle de PDG. » Les yeux de Lila s'écarquillèrent. « Quoi? Non, tu ne peux pas. Je resterai au conseil, je me concentrerai sur l'innovation, la partie que j'aime le plus, mais quelqu'un d'autre gérerait le quotidien. »« Mais tu abandonnerais ton entreprise à cause de moi, » protesta Lila, bouleversée. « Pas abandonner, évoluer, et pas à cause de toi, à cause de nous. » Laila secoua la tête. « Je ne veux pas que tu m'en veuilles plus tard. Je ne pourrai jamais t'en vouloir, » dit Jean doucement. « Tu pourrais, » insista-t-elle. « Les gens changent d'avis à mon sujet. La première famille d'accueil l'a fait quand je suis devenu plus malade. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Thomas Renaud. « Monsieur Perrin, » dit-il d'une voix tendue. « Nous avons un problème. Le tribunal a reçu une requête d'une femme qui prétend être la tante maternelle de Lila. Elle conteste votre tutelle. » « Quoi? » Jean sentit le sang se retirer de son visage. « Lila n'a pas de tante. S6 dossier indique qu'il n'y a aucun parent vivant. » Apparemment, Patricia Whitman vivait à l'étranger. Elle est revenue en France et revendique une relation antérieure ainsi qu'une priorité familiale.
C'est impossible, insista Jeanne. Lila m'en aurait parlé. L'hésitation de Renaud était palpable. Madame Whitman a de la documentation, Monsieur Perrin. Et aux yeux du tribunal, un parent de sang prime presque toujours sur un tuteur non apparenté, quelle que soit SS Ressources. Je n'ai pas de tante, affirma Lila, le visage pâle de détresse. Maman n'a jamais parlé d'une sœur. Et John s'assit près d'elle sur le canapé, tentant d'afficher un calme qu'il ne ressentait pas. Patricia Whitman prétend être la sœur de ta mère. Elle a des photos, des papiers. Alors elle ment, dit Lila d'une voix ferme. Ou elle se trompe, ou bien ta mère avait des raisons de ne pas en parler, suggéra Jean avec douceur. Parfois les gens cachent des relations familiales compliquées. L'expression de Lila se fit pensive. Maman n'a jamais parlé de sa famille. Quand je demandais, elle changeait de sujet. L'audience fut fixée pour la semaine suivante. Les avocats de Jean enquêtaient sur Patricia Whitman, mais les premières recherches confirmaient son identité en tant que sœur brouillée de Jessica Dubois. « Je ne veux pas vivre avec une étrangère », chuchota Lila ce soir-là, lorsque Jean l'aborda, même si elle est de ma famille. « Tu n'auras pas à le faire », promit Jean, bien que l'incertitude le rongeât. « Essaie de dormir. Nous allons régler ça. » Quand Lila s'endormit, Jean se mit à arpenter son salon, une stratégie se dessinant dans son esprit. Si Patricia Whitman était réellement la tante de Lila, il faudrait démontrer son inaptitude ou comprendre sa véritable motivation. Le lendemain matin, contre l'avis de S&S Avocats, John organisa une rencontre dans un restaurant près de son bureau. Patricia était une femme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtue, des mèches grises striant SS. Cheveux sombres qui rappelaient ceux de Lila, mais ses yeux, eux, calculaient froidement. « Monsieur Perrin », l'accueillit-elle avec une chaleur étudiée. « Comme c'est aimable de me rencontrer. »« Je vais être direct, Madame Whitman, » dit Jean, sans s'embarrasser de politesse. « Pourquoi apparaître maintenant, alors que Lila est dans le système depuis plus de 2 ans, depuis la mort de SS parents? » Le sourire de Patricia se crispa. « Je vivais en Europe. La communication était difficile. Je n'ai appris que récemment le décès de ma sœur et la situation de ma nièce. Et pourtant, vous avez eu le temps de préparer une documentation complète pour une contestation de tutelle. »« Je suis efficace, » répondit-elle avec aisance. « Un trait de famille, semble-t-il. Je comprends que ma nièce soit exceptionnelle. » La manière dont elle prononça ces mots, avec de la fierté mais sans affection, éveilla les soupçons de Jean. Elle est exceptionnelle d'une façon qui n'a rien à voir avec son intelligence. Bien sûr, acquiesça trop vite Patricia. Je suis impatiente de lui offrir les opportunités qu'elle mérite. Les meilleures écoles, des programmes spécialisés. Avec une bonne orientation, Lila pourrait accomplir des choses extraordinaires. Jean la scruta. Vous ne l'avez jamais vue. Vous n'avez jamais assisté à une de ces opérations. Vous n'avez jamais tenu sa main pendant une nuit d'angoisse. Et soudain, vous êtes investi dans son avenir. L'expression de Patricia se durcit. Le sang reste le sang, Monsieur Perrin. Et les tribunaux reconnaissent que je suis son unique parente vivante. Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Madame Whitman? Elle se pencha légèrement. Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Je comprends que vous êtes un homme d'affaires. Nous pouvons sûrement trouver une solution mutuellement bénéfique. Et là, Jean comprit. Vous ne voulez pas Lila. Vous voulez autre chose. Patricia s'adossa, calculatrice. Ma sœur a fait des choix que je n'approuvais pas. Elle a gaspillé son potentiel. Son enfant représente une seconde chance. Une seconde chance pour quoi? Pour que le nom de la famille obtienne la reconnaissance qu'il mérite. Elle baissa la voix. Je me suis renseigné sur vous, Monsieur Perrin. Milliardaire autodidacte, visionnaire technologique. Vous comprenez l'ambition. J'en sentis le dégoût l'envahir. Que voulez-vous? Une fondation au nom de la famille Dubois, généreusement dotée,
avec Lila comme future ambassadrice et moi comme directrice actuelle. Vous utilisez une contestation de tutelle pour extorquer de l'argent, déclara Jean froidement. Le sourire de Patricia était glacé. Je propose une solution qui profite à tout le monde. Lila obtient la stabilité avec vous. Vous gardez votre projet. Et moi, je reçois une compensation appropriée pour renoncer à mes droits. John se leva. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ne soyez pas imprudent, prévint Patricia. J'ai aussi des ressources et je suis prête à rendre cette procédure difficile pour tout le monde, y compris pour Lila. Jean se pencha vers elle. Sachez une chose à mon sujet, Madame Whitman. Je ne réagis pas bien aux menaces, surtout quand elles concernent les personnes auxquelles je tiens. En s'éloignant, il réfléchissait déjà à un plan. Patricia Whitman avait révélé sa véritable motivation. Il ne restait plus qu'à le éprouver. Avec l'aide de Marc, Jean fit enquêter minutieusement sur Patricia. Ils découvrirent plusieurs tentatives, passées d'extorquer de l'argent à des individus fortunés par divers stratagèmes. Aucun n'avait impliqué des enfants jusque-là, mais son schéma d'opportunisme était clair. La veille de l'audience, Jean reçut un appel de Thomas Renaud. « Vous n'allez pas le croire », dit-il avec excitation. Madame Whitman a retiré sa demande de garde. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Jean, même s'il avait sa petite idée. Apparemment, elle a appris que certaines informations compromettantes sur SCS activités passées allaient être révélées. Elle a décidé de repartir immédiatement en Europe. Jean esquissa un sourire amer. Les preuves rassemblées avaient porté leurs fruits. Le soir même, lorsqu'il annonça la nouvelle à Lila, son soulagement fut palpable. « Alors, elle est vraiment partie. Elle ne va pas essayer de m'emmener. » « Elle est vraiment partie, » confirma Jeanne. « Et demain, nous retournons au tribunal pour poursuivre le processus. » Lila se jeta dans CS bras avec une force qui le surprit. « Merci d'avoir combattu pour moi, » murmura-t-elle. Jean la serra fort, réalisant combien il avait failli la perdre. « Toujours, » promit-il. « Toujours. » 6 mois plus tard, Jean se tenait dans le couloir du tribunal, rajustant nerveusement sa cravate. À ses côtés, Lila portait une nouvelle robe bleue, ses cheveux attachés par un ruban assorti. « Prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, sérieuse, mais les yeux brillants d'anticipation. « Prête. » À l'intérieur de la salle, Thomas Renaud les accueillit avec un rare sourire. Tous les documents sont en règle. La juge Dupont est connue pour être rigoureuse, mais équitable. L'audience fut formelle, mais étonnamment rapide. La magistrate examina leur dossier, posa à Lila plusieurs questions sur SCS Sentiments à propos de l'adoption et interrogea Jean sur SCS Projet pour concilier travail et parentalité. « Monsieur Perrin, » conclut la juge, le tribunal reconnaît les circonstances extraordinaires qui vous ont réunis, Lila et vous. Votre situation est certes inhabituelle, mais les preuves de votre engagement sont solides. Elle sourit. Le tribunal a le plaisir d'approuver cette adoption. D'un coup de marteau, Jean Perrin devint officiellement le père de Lila Dubois-Perrin. À la sortie, Marc les attendait avec une petite célébration. Ballons, fleurs et le gâteau au chocolat préféré de Lila, acheté dans la pâtisserie de leur quartier. « Félicitations à vous deux, » dit-il chaleureusement. « Officiel, enfin. » Pendant qu'il fêtait ce moment, Jean repensa au changement des 6 derniers mois. Il avait effectivement quitté son poste de PDG pour devenir directeur de l'innovation. Le conseil d'administration avait d'abord résisté, mais avait fini par soutenir son plan de rester impliqué tout en formant une nouvelle direction. Perrin Technologies prospérait toujours, et Jean découvrait que son nouveau rôle lui permettait de se consacrer à CE qu'il aimait le plus. Créer des technologies nouvelles, tout en offrant à Lila la présence dont elle avait besoin. Lila, elle, avait éclos. Sa santé s'était nettement améliorée.
et ses derniers examens confirmant que la réparation cardiaque tenait bien. Elle suivait désormais un programme scolaire hybride, combinant cours en ligne et présence 3 jours par semaine. CE qui permettait de concilier scolarité et soins médicaux. À la surprise de Jean, il avait découvert que la parentalité exigeait un apprentissage abrupt. Il y avait eu des nuits blanches à cause des médicaments, des réunions pénibles avec les assurances et l'angoisse constante liée à sa santé fragile. Mais ces épreuves avaient donné à sa vie un sens qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Papa, » dit Lila en interrompant ses pensées, « on peut montrer à Marc CE qu'on prépare? » Jean sourit. Bien sûr. De retour dans leur nouveau domicile, une maison de ville spacieuse avec un petit jardin, plus proche de l'école de Lila et de l'hôpital que le penthouse ne l'avait jamais été, ils conduisirent Marc dans CE qui avait été la salle à manger, désormais transformée en atelier commun. « Voici notre laboratoire », annonça fièrement Lila. La pièce comportait 2 postes de travail, l'un pour adultes et l'autre à sa taille, se faisant face de part et d'autre d'une grande table couverte de composants électroniques. Des tableaux blancs tapissaient les murs remplis de schémas et de notes écrites de 2 mains distinctes. « Nous développons des technologies adaptatives pour les enfants hospitalisés », expliqua Lila, basées sur CE que j'aurais aimé avoir. Marc examina leur premier prototype avec un intérêt sincère. Cela a du potentiel. Parent Technologies pourrait développer ça davantage. Nous en discutons déjà, confirma John, même si Lila insiste pour que tous les bénéfices à l'hôpital Necker. C'est normal, dit-elle fermement. Ils se sont occupés de moi quand personne d'autre ne pouvait. Plus tard dans la soirée, après le départ de Marc, et tandis que Lila se préparait pour la nuit. Un rituel qui impliquait désormais que Jean écoute patiemment S. Dernières idées jusqu'à CE que le sommeil l'emporte. Il s'assit dans le salon silencieux, émerveillé de voir à quel point sa vie avait changé. Son téléphone vibra avec un message de la Dr Chen. « J'ai vu que l'adoption est officielle aujourd'hui. Félicitations à vous deux. Félicitations à vous deux. Vous étiez exactement CE, dont l'un et l'autre aviez besoin. » Jean sourit, sachant qu'elle avait raison. Une fillette à l'esprit brillant, mais au cœur fragile, avait montré à un homme au cœur brisé comment redevenir brillant. La solution à son problème de 500 millions d'euros s'était révélée infiniment plus précieuse. Dans la chambre de Lila, les étoiles phosphorescentes brillaient toujours au plafond, rappel du tout premier soir qu'elle avait passé comme sa fille d'un jour. Désormais, ces étoiles veilleraient sur elle pendant des milliers de nuits à venir. Jean Perrin avait bâti un empire technologique à partir de rien. Mais sa plus grande création était celle-ci. Une famille forgée non par obligation ni par le sang, mais par la reconnaissance de CE qui compte vraiment. Une petite fille était venue. L'aider à réparer une vulnérabilité informatique et avait, en réalité, réparé quelque chose de bien plus essentiel, le cœur humain, au centre de la machine. « Papa », appela Lila d'une voix ensommeillée depuis sa chambre. « On pourra travailler sur le projet pour l'hôpital demain ?»« Bien sûr », répondit-il en se levant immédiatement. Certaines difficultés, Jean l'avait appris, ne sont pas faites pour être résolues seules.